Bonjour à tous, je m'appelle Kenza et je suis l'une de vos deux tutrices d'anatomie générale de la tête et du cou avec Flavie. Donc dans ce cours, on va s'intéresser à l'anatomie générale de la tête et dans une seconde vidéo, vous étudierez avec Flavie l'anatomie générale du cou et du rachis. Donc on va commencer par quelques généralités. Ensuite, on étudiera l'anatomie du crâne sous différentes vues. On s'intéressera à la cavité orbitaire, puis aux fontanelles et on terminera ce cours avec quelques QCM d'entraînement. Donc, en ce qui concerne les généralités, il faut savoir que la tête comprend le crâne et la face. La face, c'est ce qui correspond au visage. Et le crâne comprend les os du neurocrâne et les os du splanchno-crâne. Les os du neurocrâne, ce sont les os qui vont recouvrir l'encéphale et qui vont former la voûte du crâne. Donc, la voûte du crâne, c'est la partie supérieure du crâne. Et les os du splanchno-crâne se situent au niveau de la face. Le cou, c'est une zone de transition entre la tête et l'orifice supérieur du thorax. Donc, il est en dessous de la tête et au-dessus de l'orifice supérieur du thorax. Cette région est le passage des voies aériennes et des voies digestives. Le squelette de la tête et du cou correspond donc respectivement au crâne et au rachis cervical. Donc, il est important de savoir délimiter les différentes régions. Donc, pour cela, je vous ai représenté sur une planche du Néther, donc qui est un livre d'anatomie que je vous recommande, les différentes limites des différentes régions. Donc, en rose, vous avez la limite supérieure de la face qui débute au niveau de l'arcade sourcilière et qui se poursuit par le processus zygomatique pour se rendre jusqu'au méa auditif externe. En rouge, il y a la limite inférieure de la face et donc la limite supérieure du cou, donc qui débute par le muscle digastrique, qui se prolonge au niveau du processus styloïde et puis par le processus mastoïde de l'os temporal jusqu'à la ligne nucale supérieure qui se situe au niveau de l'os occipital. Donc l'os occipital, c'est l'os qui est vraiment à l'arrière du crâne. En jaune, il y a la limite inférieure du cou, donc qui part de la première côte, qui se poursuit jusqu'à l'articulation sternoclaviculaire et qui se termine au niveau de l'incisure jugulaire du sternum. Donc là, il y a les différentes limites qui sont écrites. On poursuit ensuite avec l'anatomie de surface. Donc il y a certaines régions qui sont délimitées en surface, notamment le relief du muscle sternocléidomastoïdien, donc qui est un muscle constitué de deux chefs. Le relief du muscle trapèze, le creux sous-clavier, le petit creux sous-clavier, la région orale qui a différencié de la région buccale. Donc la région orale, elle est au niveau du chiffre 5 et la région buccale, elle est vraiment en regard de la joue. Donc ce n'est pas au même endroit, il faut bien les différencier. La région massétérine en regard du muscle masséter, la région parotidienne, le trigone carotidien, la région sous-mandibulaire qui se situe sous la mandibule, la région suprayoïdienne, donc au-dessus de l'osioïde, la région infrayoïdienne qui est en dessous de l'osioïde et l'espace homotrapézien. Donc les flèches que vous voyez en bleu sur le schéma, ce sont des flèches qui représentent la distance d'1 pouce. On passe à la deuxième partie qui traite de l'anatomie du crâne. Donc là, on va visualiser le crâne sous différents angles. Donc il faut savoir que le support squelettique de la tête et du cou comprend le rachis cervical. Le rachis cervical qui est constitué de 7 vertèbres et l'ensemble du rachis cervical est concave en arrière. On parle de lordose cervicale. Ça, c'est très important à savoir. Il faut bien différencier la concavité de la convexité. La concavité, c'est quelque chose de creux, alors que la convexité, c'est quelque chose qui est plutôt bombé. Donc le rachis cervical, il est concave en arrière et non pas en avant. On parle alors de lordose cervicale et non pas de syphose cervicale. Le rachis, il est composé d'une lordose cervicale, d'une syphose thoracique et d'une lordose lombaire, mais vous verrez ça avec Flavie dans sa vidéo normalement. Ensuite, donc, il y a les os du crâne avec donc, le neurocrâne et le splanchno-crâne. On va commencer avec la vue antérieure du crâne. Donc, au niveau du schéma, vous avez les os qui sont représentés avec des couleurs spécifiques. Donc, je vous ai écrit ces os avec les mêmes couleurs afin que vous puissiez vous repérer. Donc, on a l'orifice antérieur des cavités orbitaires. Donc, vous voyez les cavités orbitaires en gris sur le schéma. Il y a l'os nasal,
l'os frontal, l'os zygomatique, qui est également appelé os malaire ou os pare-choc de l'œil, parce que c'est un os donc qui est présent de chaque côté, mais qui va protéger les yeux. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. En violet, il y a l'os maxillaire. En 6, vous pouvez voir au niveau de cet os maxillaire des petits trous qui correspondent au foramen sous-orbitaire. Et cet os maxillaire, il est également centré par l'orifice des fosses nasales que vous voyez normalement sur le schéma. Donc, ces fosses nasales, elles sont séparées par une cloison nasale. Et de chaque côté de cette cloison nasale, on va avoir les cornets nasaux. Donc, on a un cornet supérieur, un cornet moyen et un cornet inférieur de chaque côté. Donc, ils sont en 3 sur le schéma. Et on voit également sur ce schéma la mandibule. La mandibule, elle est constituée de 2 branches verticales, donc une de chaque côté, et un corps horizontal en avant sur lequel on retrouve l'éminence mentonnière. Et cette éminence, elle est entourée par les orifices mentonniers qui sont numérotés par le chiffre 7 sur ce schéma. Et on peut remarquer un os de chaque côté en vert qui correspond à l'os temporal. L'os temporal est visible sur une vue antérieure du crâne, donc on dit qu'il est vu en fuite, mais il ne fait pas partie de la vue antérieure du crâne. Donc il n'appartient pas à une vue antérieure du crâne. Et c'est la même chose pour les os pariétaux, mais ils ne sont pas représentés sur ce schéma. Donc il faut bien faire la différence entre ce qui appartient à la vue antérieure du crâne et à ce qui est visible. On poursuit ensuite avec la vue latérale, donc qui est un petit peu plus complexe à expliquer. Donc, vous avez en arrière l'os occipital en rose, en avant de l'os occipital en vert, donc il y a l'os pariétal. Et cet os pariétal, il est constitué de différentes parties. Vous voyez en A, par exemple, c'est l'écaille de l'os temporal. En D, c'est le processus zygomatique de l'os temporal. Et le processus zygomatique, qui, je le rappelle, fait partie de la limite supérieure de la face. Il y a par exemple en C le processus styloïde, donc c'est une petite proéminence qui a la forme d'un stylet, et en 2, le processus mastoïde de l'os temporal. Et ces 2 processus, je le rappelle aussi, font partie de la limite inférieure de la face et donc de la limite supérieure du cou. En violet, vous pouvez voir la grande aile du sphénoïde, l'os pariétal, donc il y a 2 os pariétaux, un de chaque côté, l'os frontal, l'os zygomatique, la cavité orbitaire, l'os nasal, l'os maxillaire qu'on a détaillé précédemment, et la mandibule, donc avec son processus coronoïde, une échancrure, un col, une tête, une branche verticale de chaque côté et son corps horizontal, donc comme on l'a dit, avec l'orifice sous-mentonnier et la saillie du menton. En ce qui concerne la vue supérieure du crâne, donc c'est une vue qui est assez importante parce qu'en vue supérieure, le crâne a la forme d'une cruche de terre. Donc on y observe les anses de la cruche qui sont composées de l'os zygomatique en avant et du processus zygomatique de l'os temporal. Donc le processus zygomatique fait partie de l'os temporal. En rouge, vous avez l'os frontal avec la saillie des sinus frontaux. En orange, donc là, vous pouvez bien apercevoir les 2 os pariétaux, un de chaque côté, et l'écaille de l'os occipital qui est visible également sur une vue supérieure. Quelque chose qui est important à noter, ce sont les sutures. Donc, vous retrouvez des sutures, ce sont ces petites lignes qui ont une forme dentelée. Donc, on dit que les sutures sont dentelées parce qu'elles vont permettre de limiter la mobilité entre les os, donc de permettre une certaine immobilité. Et donc, il y a plusieurs sutures. En 3, entre les os pariétaux et l'os frontal, il y a la suture frontale ou la suture coronale. Ce sont des synonymes. En 4, entre les 2 os pariétaux, il y a la suture sagittale. Et en 5, entre l'os occipital et les 2 os pariétaux, il y a la suture dite lambdoïde. On retrouve également des points au niveau des jonctions de ces sutures. Donc, entre la suture donc, frontale ou coronale et la suture sagittale, on a le point bregma. Donc, le point bregma, c'est ce qui correspond à la grande fontanelle chez l'enfant. On étudiera les fontanelles un petit peu plus tard. Et entre donc, la suture sagittale et la suture lambdatique, il y a le point lambda. Pour la vue postérieure du crâne.
Donc, l'os temporal est toujours visible. On y aperçoit son processus mastoïde et la rainure du muscle digastrique. L'os occipital est également visible avec les condyles occipitaux encroûtés de cartilage articulaire. Donc, c'est la partie bleue que vous voyez sur le schéma. Et ces condyles occipitaux vont s'articuler avec la première vertèbre du rachis cervical, donc autrement dit C1. Il y a également donc l'écaille de l'occipital, la protubérance occipitale externe, la ligne nucale supérieure qui fait partie donc de la limite inférieure de la face et la limite et la ligne nucale inférieure. Sur le schéma, vous voyez un os blanc avec un W à l'intérieur. Donc ça, c'est un os vormien, un os de suture. Ces os, ce sont des os surnuméraires, donc qui sont très fréquents et qui sont très variables selon les individus. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs comme vous pouvez en avoir aucun et ils ne sont pas situés forcément au même endroit. Donc, très variables concernant leur nombre et leur localisation. Et vous voyez également les deux os pariétaux qui sont séparés par la suture sagittale. On va maintenant parler de la cavité orbitaire. Alors, il y a deux cavités orbitaires. Les cavités orbitaires contiennent les yeux, ainsi que les muscles extrinsèques des yeux et les glandes lacrymales. L'orifice externe de la cavité orbitaire est visible sur une vue antérieure du crâne, donc on l'a vu précédemment avec le schéma, et il a une forme de rectangle carré brisé dans sa partie interne. Donc c'est quelque chose qui sera visible avec les schémas qui seront dans les prochaines diapos. Et ces cavités orbitaires, on dit qu'elles ont la forme d'une pyramide à base antérieure qui correspond à l'orifice externe ou à l'orifice antérieur. Les pyramides, elles ont quatre faces. Donc, il y a une face médiale, interne, une face supérieure, une face latérale, donc en dehors, et une face inférieure. Le grand axe de cette pyramide est oblique vers l'avant et vers le dehors. Ça, c'est très important. Il part du sommet interne de cette pyramide. Donc, le sommet interne de la pyramide, vous pouvez le voir sur le schéma, il est représenté par le petit point en bleu. Et anatomiquement, on dit que le sommet interne de cette pyramide correspond au foramen optique. Donc, on va maintenant parler des parois orbitaires. L'orifice antérieur de la cavité orbitaire. Donc, vous pouvez l'imaginer comme étant la base, en fait. Donc, il est délimité en bas et en dedans par le maxillaire, en dehors par le zygomatique et en haut par l'os frontal. La paroi latérale. Alors, la paroi latérale, donc vous l'aurez compris, c'est la paroi qui est en dehors. En avant et en dehors de cette paroi, on retrouve l'os zygomatique. En arrière de l'os zygomatique, il y a l'os sphénoïde, donc avec de l'extérieur vers l'intérieur la grande aile du sphénoïde, puis la petite aile du sphénoïde. Au niveau de la petite aile du sphénoïde, on retrouve le foramen optique, donc qui est, je le rappelle, le sommet interne de la pyramide. Et ce foramen optique, il est traversé par le nerf optique, qui est le deuxième nerf, donc le nerf numéro 2, et l'artère ophtalmique de Willis. Entre la grande aile du sphénoïde et la petite aile du sphénoïde, on va retrouver ce que l'on appelle la fissure orbitaire supérieure. Et cette fissure orbitaire supérieure, elle est traversée par les nerfs 3, 4 et 6, qui sont les nerfs oculomoteurs. Et elle est également traversée par le 5-1. Donc le 5-1, c'est la branche ophtalmique du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, c'est le nerf 5. Donc le nerf trijumeau, il va donner trois branches. Il va donner une première branche qui correspond donc à la branche ophtalmique, une deuxième branche qui correspond à la branche maxillaire et une troisième branche qui correspond à la branche mandibulaire. Et cette branche, donc ophtalmique, qui va traverser la fissure orbitaire supérieure, elle va elle-même présenter trois branches terminales. Donc le nerf frontal, le nerf lacrymal et le nerf nasal. Voilà. Donc la fissure orbitaire supérieure, elle est vraiment entre la petite aile du sphénoïde et la grande aile du sphénoïde. Et pour que vous puissiez la repérer sur le schéma, elle au niveau du numéro 5, tout simplement. Donc le numéro 5, c'est la fissure orbitaire supérieure. Et le numéro 6, c'est la fissure orbitaire inférieure.
Donc, au niveau de la paroi inférieure de la cavité orbitaire, elle est uniquement formée par l'os maxillaire et on y retrouve donc la fissure orbitaire inférieure. Donc, la fissure orbitaire inférieure, en fait, elle est donc au niveau de la paroi inférieure et aussi au niveau de la paroi latérale. Donc, on dit qu'elle est entre la paroi inférieure et entre la paroi latérale. Donc, vous voyez qu'elle est entre le maxillaire et la petite aile du sphénoïde. Et donc, cette fissure orbitaire inférieure, elle est traversée par le nerf maxillaire, qui est donc la deuxième branche du nerf trijumeau, qui est le nerf numéro 5. La paroi supérieure, donc la paroi supérieure, elle est uniquement formée par l'os frontal. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Et on va maintenant étudier la paroi médiale. Donc, la paroi médiale, elle est constituée de plusieurs structures. Au fond de la paroi, on va voir l'os ethmoïde. Donc, l'os ethmoïde, c'est un petit os. Et la partie visible de cet os, c'est l'os planum. Donc, c'est une partie de l'os ethmoïde. C'est vraiment la partie latérale du labyrinthe ethmoïdien. En avant de l'os planum, la paroi est formée par l'os lacrymal. Et la partie la plus antérieure, donc c'est la gouttière lacrymale, c'est la partie, donc c'est le 2 du schéma. Et donc elle est taillée, partiellement taillée dans le maxillaire. Cette gouttière, elle va s'ouvrir dans sa partie la plus inférieure, donc par le canal lacrymonasal. Donc la cavité orbitaire, c'est une cavité qui est entourée par de nombreuses autres cavités. En dedans de la cavité orbitaire, il y a les fosses nasales. En dessous de la cavité orbitaire, le sinus maxillaire. Au-dessus, le sinus frontal. Et en dehors se trouve la fosse temporale. On va maintenant voir ce que sont les fontanelles. Donc, le crâne du nouveau-né est constitué d'os qui sont des os de membrane. Et ce sont des os qui n'ont pas complètement achevé leur formation à la naissance et qui ne sont donc pas totalement fusionnés. Il va donc rester des espaces. Ces espaces, ce sont des espaces qui ne sont donc pas ossifiés et qui sont toujours membraneux et qui sont entre ces os en développement. Et donc, ces espaces, on dit que ce sont les fontanelles. Il existe plusieurs fontanelles que l'on va étudier maintenant. Donc, les différentes fontanelles. Il y a tout d'abord la fontanelle astérique. La fontanelle astérique, elle se situe entre l'os temporal, l'os occipital et l'os pariétal. Donc, elle est en 1 sur le schéma. En 2, il y a la fontanelle bregmatique, qui est autrement appelée la grande fontanelle. Elle est entre l'os frontal et les pariétaux. Donc, on avait parlé tout à l'heure du point bregma. Donc, avant, c'était la fontanelle bregmatique. Et cette fontanelle, c'est la plus importante parce que c'est la plus saillante et elle a un véritable rôle clinique. En 3, la fontanelle lambdatique, qui est entre les os pariétaux et l'os occipital. La fontanelle ptérique en 4, qui va séparer l'os occipital, le sphénoïde, le pariétal et l'os frontal, donc qui est visible sur une vue latérale. La fontanelle obélique en 5, donc ça c'est une fontanelle qui n'est pas très importante, c'est une extension de la partie médiane entre les deux os pariétaux. Et il y a, pour terminer, la fontanelle métopique en 6, qui servait à l'origine à séparer les deux ébauches frontales de l'embryon, mais l'os frontal va... Donc ces ébauches vont fusionner et former l'os frontal. Donc on a terminé avec la partie cours. On va maintenant passer à quelques QCM d'entraînement. Donc je vous ai fait quelques QCM pour vous entraîner. On commence avec le premier QCM. Donc, à propos de l'os pariétal, on peut dire qu'il s'articule avec A, l'os occipital, B, le sphénoïde, C, l'os temporal, D, l'os frontal, ou sinon, E, toutes les propositions sont fausses. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre ou sinon vous mettez en pause et on passe directement à la correction. Donc, les bonnes propositions étaient A, B, C et D, donc tout était juste. C'est pas quelque chose qu'on dit dans le cours, mais c'est quelque chose qui apparaît sur le schéma. Et il faut bien connaître ces schémas en anatomie parce que on peut très bien vous poser des questions sur des choses qui ne sont pas dites, mais qui apparaissent sur le schéma. Donc l'os pariétal s'articule bien avec l'os occipital, le sphénoïde, le temporal et l'os frontal. Deuxième QCM. À propos de l'anatomie générale de la tête et du cou, indiquez là où les bonnes réponses. Donc A, la cavité orbitaire a la forme d'une pyramide à base antérieure.
B, le grand axe de cette pyramide est oblique vers l'avant et vers le dedans. C, l'orifice antérieur de la cavité orbitaire est limité en bas et en dehors par le maxillaire. D, l'orifice antérieur de la cavité orbitaire est limité en haut par le frontal. Ou E, toutes les propositions sont fausses. Donc, les bonnes propositions étaient A et D. Donc, la cavité orbitaire a bien la forme d'une base, d'une pyramide à base antérieure. La B est fausse parce que donc, le grand axe de cette pyramide est oblique vers l'avant et vers le dehors et non pas vers le dedans. On pourrait dire vers l'arrière et le dedans, mais vers l'avant et le dedans, non. Donc c'est vraiment vers l'avant et le dehors ou vers l'arrière et le dedans. C'est l'orifice antérieur de la cavité orbitaire est limité en bas et en dehors par le maxillaire. C'est faux, c'est en bas et en dedans par l'os maxillaire. Et la D, donc l'orifice antérieur de la cavité orbitaire est limité en haut par l'os frontal, c'est vrai. Troisième QCM. A, la paroi inférieure de la cavité orbitaire est uniquement formée par l'os maxillaire. La paroi supérieure de la cavité orbitaire est uniquement formée par l'os frontal, donc B. C, la FOI, donc fissure orbitaire inférieure, se situe entre la petite et la grande aile du sphénoïde. D, la gouttière lacrymale est la partie la plus postérieure de la partie médiale de la cavité orbitaire. Ou E, toutes les propositions sont fausses. Donc, les bonnes propositions étaient A et B. Donc, la paroi inférieure de la cavité orbitaire est uniquement formée par l'os maxillaire, c'est vrai. La paroi supérieure uniquement formée par l'os frontal, c'est vrai. La fissure orbitaire inférieure ne se situe pas entre la petite et la grande aile du sphénoïde, c'est la fissure orbitaire supérieure. Et pour la D, donc la gouttière lacrymale est la partie la plus antérieure de la partie médiale de la cavité orbitaire, c'est faux, c'est la partie la plus antérieure. Enfin, la plus postérieure, c'est faux, donc c'est la partie la plus antérieure. QCM 4. Donc, A, le rachis cervical est constitué de 7 vertèbres constituant une syphose cervicale. La fissure orbitaire inférieure est traversée par le 5-1. L'orifice antérieur de la cavité orbitaire est délimité en dehors par le sphénoïde. Et les sutures des os du crâne sont dentelées, permettant une mobilité des os, ou sinon, toutes les propositions sont fausses. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour répondre. Et la bonne réponse à ce QCM était la E. Donc, toutes les propositions sont fausses. Le rachis cervical est constitué de 7 vertèbres constituant une lordose cervicale. J'ai bien insisté là-dessus, ce n'est pas une syphose cervicale. B, la fissure orbitaire inférieure est traversée par le 5-1, c'est faux, c'est par le 5-2. L'orifice antérieur de la cavité orbitaire est délimité en dehors par le sphénoïde, c'est faux, il est délimité en dehors par l'os zygomatique. Et les sutures des os du crâne donc, sont dentelées, permettant une mobilité des os. Non, justement, elles empêchent la mobilité des os. Donc, c'était la réponse E. Donc, j'ai terminé avec ce cours. Si vous avez des questions concernant l'anatomie tête et cou, allez sur le forum. On vous y répondra. Et je vous souhaite un bon courage pour ce deuxième semestre.